À ceux qui nous ont rejoints. Voilà, cette fois-ci, on est enregistré. Mais je ne parle pas anglais, moi, ne vous inquiétez pas. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints dès maintenant. Vous avez un programme chargé dans le cadre de cet événement organisé par Un Toit pour tous. Donc, pas toujours facile de se libérer dans les délais pour tout. Aujourd'hui, donc, on va parler des politiques énergétiques de rénovation et sous l'angle, finalement, du logement du logement des plus modestes. Est-ce que ces politiques répondent aux besoins des ménages les plus modestes? Alors, on est ensemble pour 1 heure. Avec nous, dans les intervenants, vous avez Gaël Bogoto et Julien Desbief de l'ALEC et Julie Alerme de Solia, Isère-Savoie, sachant que ce sont les intervenants, j'ai envie de dire, principalement du programme Murmure, donc programme mis en place par la métro depuis de nombreuses années déjà, j'y reviens, sur les logiques de rénovation énergétique. En préparant ce séminaire, je me disais que finalement, Murmure, c'est une politique qui maintenant est en route depuis longtemps, puisque 2010, si je ne me trompe, ça fait quand même une douzaine d'années, donc c'est un continuum important. Il me semble que c'est déjà un point à avoir en tête. C'est un continuum important dans un domaine où les politiques ont quand même beaucoup évolué, connaissent des stratégies de stop and go, des accélérations, des ralentissements, des changements. Là, au moins, on a une continuité, c'est intéressant. Avec une petite interrogation, et parce qu'aujourd'hui, on regarde ça sous l'angle des politiques énergétiques, et il me semble qu'il y a une douzaine d'années, ça s'était mis en place dans le cadre du plan climat, devenu ultérieurement plan climat-énergie, si je ne me trompe. Ça veut dire que c'était aussi un angle assez environnemental, peut-être au départ, même si l'aspect social n'était pas oublié, et peut-être aujourd'hui, on est passé sur quelque chose qui est plus au moins autant sous l'angle énergétique que sous l'angle environnemental. Vous allez nous montrer un peu tout ça. Voilà, deux aspects principaux dans cette présentation. L'éco-pro, et on sait qu'à Grenoble, le tissu du logement collectif est très important. Et donc, comment on intervient en copropriété, puisque finalement, on est complètement dans ce domaine-là, dépendant d'un choix collectif. Et finalement, je crois que c'est assez intéressant. Regardez comment on le met en œuvre. Et puis, une partie sur l'habitat individuel qui a dû être rajouté dans Murmure beaucoup plus récemment, me semble-t-il, qui n'existait pas forcément depuis le début. Voilà, moi j'en ai terminé sur cette présentation. Donc, Anissa vous l'a dit, n'hésitez pas à vous manifester en posant vos questions, on les relaiera aux intervenants. Et maintenant, je laisse la parole. Je ne me souviens plus qui démarre. Si, je crois que c'est Gaël Bogoto qui démarre avec Julie. Je vous laisse la parole. Les interventions, je le dis tout de suite, il y a un aspect un peu technique quand même à la rénovation des logements. On va essayer de ne pas se perdre dedans et de ne pas perdre de vue les objectifs. Donc, n'hésitez pas, soit quand on est trop technique, soit s'il y a des choses qui ne vous paraissent pas claires, n'hésitez pas à intervenir. Il se fera un plaisir de vous préciser tout ça. C'est à vous maintenant. Merci et bonjour à tous. Donc, je suis Gaël Bogoto, je travaille dans le pôle habitat collectif, donc, qui s'occupe des copropriétés, à l'ALEC, l'Agence locale de l'énergie du climat de la grande région grenobloise, c'est son nom complet. Et je vais prendre quelques temps pour vous présenter Murmure Copropriété. Alors, dans les présentations, on met souvent les exemples à la fin. Moi, j'ai préféré les mettre au début pour illustrer vraiment notre propos et montrer vraiment en quoi consiste Murmure. Donc, Murmure, c'est ça, c'est rénover des immeubles. Pendant longtemps, ça a été des immeubles des années 1945-1975, donc les immeubles qui consomment le plus d'énergie. Donc, les rénover pour les rendre plus beaux et les rendre aussi plus performants en termes d'énergie. Donc là, on a un exemple d'une copropriété qui se situe à Saint-Égrève, de 69 appartements en chauffage individuel. Un autre exemple ici qui était intéressant, c'est la Google Car qui est passée pile entre le moment où on démontait l'échafaudage à droite, partie rénovée, avant de le remonter à gauche. Donc, on a une super photo avant-après sur le même immeuble. Voilà, on voit nettement la différence, à la fois en termes d'esthétique. Si on regarde d'un peu plus près, on voit que les volumes ont un peu changé aussi. Certains murs sont plus épais parce qu'ils ont été isolés. Donc là, on est sur 48 appartements en chauffage collectif. Et un troisième exemple, pour montrer que ça concerne aussi des bâtiments plus petits. Là, on est dans le quartier de la Mutualiste
à Grenoble, petite copro, 12 appartements en chauffage individuel, qui a été totalement isolée également. Comme ça a été dit, Murmure, c'est une campagne qui date, une des plus anciennes de France, il faut le noter, parce qu'en 2010, il n'y avait pas beaucoup de collectivités qui se penchaient sur le sujet de la rénovation de la copropriété de manière aussi ambitieuse, on va dire, avec des aides financières. Donc la première campagne Murmure avait donné lieu à la rénovation de 84 copropriétés entre 2010 et 2014, enfin 2016 pour la fin des travaux, avec un gain mesuré en chauffage de 40%, ce qui est très bien, et des enquêtes qui avaient montré qu'on améliorait nettement le confort hivernal et également estival. C'était vraiment noté par les ménages, les occupants. La deuxième campagne de 2016 à 2021 s'est terminée donc il y a presque un an. On a accompagné beaucoup de copropriétés, 400 copropriétés, dont certaines sont toujours en accompagnement, et 120 copros rénovés sur la période. Et puis, le dispositif a été pérennisé. On a enlevé le numéro. Ce n'est pas Murmure 3, c'est Murmure tout court, pour montrer qu'on est sur quelque chose de stable dans le temps, qui n'a pas vocation à s'arrêter, comme ça a été pointé, ce qui, effectivement, assure une certaine stabilité au regard de ce qui peut se passer au niveau national, où on a beaucoup de changements. Ici, on a une carte qui montre le foisonnement des rénovations sur la métropole, et qui montre aussi qu'on touche à presque toutes les communes, enfin on touche toutes les communes qui ont des bâtiments collectifs en tout cas, et tous les quartiers. Donc c'est ça qui est intéressant. On n'est pas sur une zone particulière de la métropole, mais voilà, toutes les communes de la métropole sont concernées, puis ça commence à faire avec le temps pas mal de logements rénovés. Donc Murmure, qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif de soutien et de subvention à la rénovation énergétique des copropriétés, avec deux acteurs principaux dans ce dispositif, en plus de la métropole qui finance tout ça. C'est l'ALEC qui est plutôt sur la partie études et conseils techniques, et Solia qui est plutôt sur la partie administrative et financière. Ça se traduit de la manière suivante. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais on a un parcours de rénovation qui est jalonné par deux assemblées générales qu'on voit tout en bas, l'assemblée générale de vote d'une maîtrise d'œuvre et l'assemblée générale de vote de travaux. Et donc, notre accompagnement de l'ALEC se situe en amont pour faire un état des lieux de la copropriété, la mobiliser pour éventuellement faire un audit énergétique, mais surtout voter une mission de maîtrise d'œuvre avec un architecte. Ce maître d'œuvre va concevoir le programme de travaux et consulter des entreprises pour obtenir des devis. Une fois que les devis sont obtenus, Solia entre en jeu pour faire des simulations financières, et le but étant d'apporter à chacun, à l'ensemble des copropriétaires, les informations personnalisées sur combien vont coûter les travaux et combien ils vont devoir, combien ils vont devoir payer eux-mêmes, et combien d'aides ils vont pouvoir obtenir. Ceci afin vraiment de faciliter l'assemblée générale de vote de travaux. Et si les travaux sont votés, le Solia s'occupe également de déposer toutes les demandes de subvention en lien avec le syndic, et l'ALEC revient à la fin des travaux pour faire un suivi, pour vérifier que voilà, tout se passe bien, et que le chauffage, s'il est collectif, est bien réglé par rapport aux nouvelles caractéristiques du bâtiment. Voilà le parcours global. Un petit bilan sur Murmure, je l'ai déjà dit, donc il y a eu 120 copropriétés qui ont été rénovées. Ça représente à peu près 5000 logements sur la métropole. Et ce que j'ai souhaité pointer aussi, c'est qu'on a une efficacité, si on peut appeler ça, de l'accompagnement qui est de 50%. C'est-à-dire qu'on a, entre une copropriété qui s'inscrit au départ dans Murmure et le nombre de copropriétés qui votent à la fin, on en a à peu près 50% qui font les travaux, sachant que pour une copropriété qui suit l'intégralité de l'accompagnement que j'ai montré précédemment, on est plutôt sur 3/4 de réussite, 75%. Voilà. Ce qu'on pointe aussi et qui est important, c'est que parmi le taux d'échec, si on le montre comme ça, il y a que 7% de ces copropriétés qui sont non rattrapables, c'est-à-dire des copropriétés qui ont voté un ravalement simple sans isolation.
Donc, ils repartent pour 25-30 ans avec une façade non isolée. Les autres, souvent, elles ne votent rien du tout ou d'autres travaux. Et donc, elles sont susceptibles de pouvoir revenir quelques années plus tard, quand elles sont un peu plus mûres, qu'elles ont réfléchi au projet et qu'elles se sentent prêtes. Voilà. Donc, c'est important. En murmure, comme c'est un continuum, on peut rater le coche une année parce qu'on a voté contre et revenir plus tard, il n'y a aucun problème. Aujourd'hui, on est dans un contexte de très forte hausse de la demande. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. La rénovation énergétique est quand même un sujet qui est porté politiquement, qui est porté par les médias, on en entend énormément parler. Et on est aussi dans un contexte de très, très forte hausse du prix de l'énergie, donc qui conduit à se poser des questions sur l'isolation de son logement. Et tout ça, ça se voit nettement dans le nombre d'inscriptions à Murmure, puisque en octobre 2022, là, les derniers comptes que j'ai faits, on est à 159 inscriptions à Murmure. On a largement dépassé le niveau d'inscription de 2016, qui était le lancement de la campagne Murmure 2, avec 123 copros. Et voilà, donc potentiellement, on peut atteindre 180, 190 copropriétés sur l'année. Donc, c'est énorme. Et donc, voilà, on essaie aussi de faire face à cette demande-là. Mais on voit bien que c'est un sujet qui préoccupe les habitants de la métropole. Donc là, je vais rentrer un peu dans le vif du sujet sur les aides financières, et ça sera une de mes dernières diapos avant de passer la main à Solia. Aujourd'hui, les aides financières sont axées sur une donnée, c'est un gain énergétique de 35% entre une situation avant travaux, une sorte de photo actuelle de la consommation du logement, et la consommation après travaux. Il faut que entre les deux, il y ait 35% de gain énergétique. Si la copropriété fait 35% de gain énergétique, ça lui ouvre le droit aux aides MaPrimeRénov', les aides de l'État, avec des aides assez conséquentes qui peuvent aller jusqu'à 3 750 € au syndicat des copropriétaires. C'est-à-dire tous les copropriétaires, quel que soit qu'ils soient occupants ou bailleurs, et quel que soit leur niveau de ressources. Il y a également des petites primes pour les POM, propriétaires occupants modestes, et TM, très modestes, voilà, de quelques centaines d'euros, voire milliers d'euros, et éventuellement des bonus lorsque la copro est dite fragile ou située dans un quartier en rénovation urbaine, si on sort de passoire énergétique ou si on atteint une performance très, 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 très élevée de niveau bâtiment basse consommation. La copropriété peut aussi bénéficier des C2E, des certificats d'économie d'énergie. Et la particularité intéressante, qui fait tout l'intérêt de Murmure, enfin, un des grands intérêts de Murmure, c'est que Grenoble-Alpes Métropole complète les aides pour les propriétaires modestes et très modestes, puisqu'on voit que pour les aides MaPrimeRénov', les montants d'aide à destination de ces publics-là sont relativement faibles. Donc la métropole a fait le choix d'orienter ces aides plutôt à destination des personnes modestes. Donc ça, c'est le cas où le programme de travaux permet un gain de 35%. Si le programme de travaux ne Juste permet... une question sur les aides Oui. de la métropole. Mmh. Le montant des travaux n'est pas plafonné, parce que sur les autres, c'est sur un montant de travaux plafonné. Alors, je laisse Julie répondre. D'accord. Oui, Bah, mais on est plafonné à 30 000, un petit peu plus, voilà, sur la métro. Donc, le Merci. plafond est beaucoup plus élevé, effectivement, au niveau plafonnement de travaux. Merci. Voilà. Ce que je peux préciser aussi, c'est que ce gain énergétique de 35%, comme on est dans Murmure, il doit être atteint avec des travaux principalement sur l'enveloppe du bâtiment, c'est-à-dire sur des travaux d'isolation thermique. Il n'est pas question de ne faire que des travaux sur la chaudière et puis un petit bout d'isolation pour atteindre 35%. Pardon. Il faut voilà, mettre l'accent sur l'isolation. Ça a toujours été le fil rouge de Murmure depuis son existence. Et donc, quand on n'atteint pas 35% de gain, mais qu'on a fait des travaux d'isolation complète du bâtiment, donc la façade, la toiture, les planchers bas, il arrive qu'on n'atteigne pas 35% parce qu'on est une copropriété qui a, par le passé, déjà été bon élève, entre guillemets, qui a déjà isolé sa toiture à l'occasion d'une reprise d'étanchéité ou qui avait déjà isolé un pignon parce qu'il y en avait besoin. Et donc, les 35% de gains sont parfois difficiles à atteindre, malgré le fait qu'on fasse un bouquet de travaux
très ambitieux. Et donc là on n'a plus les aides MaPrimeRénov', mais on a uniquement les aides de Murmure, gamme donc qui est en Grenoble Métropole, avec un forfait, une aide collective de 1 500 € par logement pour tout le monde, et des aides individuelles aux occupants, aux propriétaires occupants modestes et très modestes, qui, on le voit, sont un peu plus importantes que dans l'autre cas. Et enfin, selon les communes où on réside, ces dernières, les communes, peuvent abonder au dispositif. Elles abondent principalement à destination des autres propriétaires occupants modestes et très modestes, et parfois même sur un plafond supplémentaire qu'on a appelé classe moyenne, que Julie pourra détailler ensuite. On a beaucoup de communes qui font de l'aide individuelle. On espère qu'elles soient plus nombreuses. On en a aujourd'hui, toutes les conventions n'ont pas été signées, mais on va dire que les principales grandes communes abondent, si je ne me trompe pas. Voilà, j'en ai terminé avec ma partie. Alors, juste pour, Oui. pour compléter d'une part, et puis éventuellement pour reprendre quelques questions des gens qui nous suivent, une vérification pour ceux qui nous écoutent. Le suivi qui est fait par l'ALEC et par Solia, il est intégralement pris en charge par la métro, ou il y a un financement des copropriétés dans ce schéma-là? Alors effectivement, il est intégralement pris en charge. C'est un accompagnement qui est gratuit de bout en bout. Ce qui est important de préciser, effectivement, parce que quand on est hors de la métropole, pour aller chercher les aides MaPrimeRénov', il faut une assistance à maîtrise d'ouvrage, MaPrimeRénov', on appelle ça l'AMO-MPR, qui est payant. Or, l'accompagnement de Solia étant pris en charge par la métropole, il devient gratuit dans Murmure, quoi. Voilà. C'est vraiment important de le noter. Donc, il y a un réel intérêt, au-delà des aides financières aux travaux, à s'inscrire dans Murmure pour bénéficier de cet accompagnement gratuit tout au long du projet. OK. Et une petite question sur le suivi post-travaux de l'ALEC. Il y a une durée qui est prévue, et qu'est-ce que vous faites éventuellement là-dedans? C'est le suivi des consos? Est-ce qu'il y a voilà, un suivi un peu au fil du temps? Combien de temps ça dure? Alors, il est différencié selon si on est en chauffage individuel ou en chauffage collectif. En chauffage individuel, c'est très compliqué de suivre les consommations, puisque chacun a sa chaudière. Et on ne peut pas obtenir les données des logements comme ça, voilà, il y a la protection des données. Donc, on remet un guide post-travaux qui résume les travaux qui ont été réalisés, avec des conseils sur la bonne gestion du chauffage et des consommations dans son logement. Et notre accompagnement, il va être un peu plus poussé, par contre, quand on est en chauffage collectif, où là, il n'y a qu'une seule facture de chauffage, donc on va pouvoir la récupérer et faire un suivi pendant 3 années à l'issue des travaux pour constater les économies d'énergie qui ont été réalisées. Et on va également faire une réunion avec le syndic, le conseil syndical et l'exploitant de chauffage en chaufferie pour voilà, se dire, on a un nouveau bâtiment avec une nouvelle enveloppe, une nouvelle isolation. Qu'est-ce qu'on fait pour que le chauffage soit réglé au mieux, voire envisager la suite, c'est-à-dire améliorer des petits équipements pour aller continuer à chercher des pourcentages de gains, quoi. Et en général, vous avez des gains qui correspondent aux estimations, ou vous êtes plutôt optimiste en général, ça se passe bien, Notre intervention, elle est quand même nécessaire, puisqu'il y a des copropriétés qui se sont retrouvées avec 23, 24 degrés dans les logements. Alors effectivement, c'est très confortable, mais ce n'était pas le but. Donc oui, c'est important de bien régler le chauffage. Ensuite, ce qu'on a mesuré sur les copropriétés Murmure 1 notamment, et on est en train de le faire sur les copropriétés Murmure 2, c'est un gain moyen en chauffage de 40% quand on fait une rénovation complète de l'enveloppe. Donc, ce qui est vraiment intéressant. OK, merci. C'est Julie qui prend la suite, je crois. Oui. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail, du coup, donc nous, on intervient effectivement sur l'accompagnement et le financement. Donc, on accompagne les copropriétaires. Donc, ce qui fait la spécificité quand même d'une copropriété, c'est qu'effectivement, on a diverses modes de propriété et donc diverses situations. Donc, pour reprendre un petit peu par rapport à Murmure 2, pour vous donner un petit peu une image,
donc sur 3 750 logements accompagnés, c'est-à-dire dans le cadre duquel il y a eu un financement. On a à peu près 54% de propriétaires occupants, le reste étant des propriétaires bailleurs. Et sur ces 54% de propriétaires occupants, on a à peu près 43% de propriétaires occupants qui sont éligibles au plafond ANA, donc modeste ou très modeste. Donc ça, c'est pour donner un petit peu effectivement une image, on va dire, des copropriétés pour lesquelles on intervient. Aujourd'hui, on a effectivement un accompagnement de l'ensemble des ménages. Ça veut dire qu'il y a une information collective qui est donnée en amont du vote des travaux et après le vote des travaux si ce vote est positif, au cours duquel on rencontre toutes les personnes qui souhaitent venir se renseigner sur les dispositifs de financement, sur le montant de leur reste à charge, mais aussi comment ils vont financer ce reste à charge. Il y a effectivement une information sur les subventions, mais aussi comment ils vont financer ces subventions. Et puis, on a un accompagnement forcément plus poussé sur les ménages occupants éligibles au plafond ANA, pour lesquels il y a beaucoup plus de subventions et où il y a un accompagnement effectivement social aussi qui est fait nous en interne par nos conseillères en économie sociale et familiale pour aller trouver toutes les solutions de financement qui existent. Donc là, on a présenté ce qui est dans le cadre de Murmure, donc les aides de l'ANA, les aides de la métropole, les aides des communes. Mais il faut savoir qu'il y a d'autres aides qui sont mobilisables à côté, des aides des caisses de retraite. On va également chercher, on le verra dans la vue d'après, mais des fonds spécifiques de la Fondation Abbé Pierre, par exemple, quand on a des situations un petit peu problématiques. Enfin voilà, on va chercher toutes les solutions de financement qui peuvent exister aujourd'hui, des appuis des CCAS. Voilà, donc c'est un petit peu effectivement le travail qu'on mène à deux moments clés en amont du vote afin de permettre à chaque personne lorsqu'elle arrive à son vote d'Assemblée générale, de savoir combien ça va lui coûter, mais comment elle va payer ce qui lui reste à payer, par quel biais, quels sont tous les financements qu'elle peut avoir, de manière à ce qu'effectivement tout le monde prenne la décision du vote en ayant connaissance de tous les éléments. Et puis, on revient vers eux une fois que les travaux sont votés pour accompagner dans le montage de l'ensemble de ces dossiers de financement. Donc, ça se fait soit à l'ordre permanent, soit à domicile. On sait qu'on a des personnes, beaucoup de personnes âgées notamment, qui ne peuvent pas toujours se déplacer. Donc, on fait des visites à domicile pour accompagner effectivement dans ces cadres-là sans problème. On accompagne ensuite au montage et au dépôt de l'ensemble des dossiers. Donc, ça, c'est vraiment effectivement une grosse plus-value. C'est-à-dire que dans le cadre de Murmure, les ménages sont accompagnés du début jusqu'à la fin sur l'ensemble des financements. Il n'y a pas de montant supplémentaire. On va bien chercher tous les financements et on monte bien tous les dossiers de financement. Et on accompagne jusqu'au solde des financements à réception des factures, donc jusqu'à ce que l'intégralité effectivement des financements soit mobilisée. On a un lien très fort également avec les syndics, notamment pour les subventions, pour la gestion effectivement de ces versements. On va le voir un petit peu dans les discussions, mais on a une problématique aujourd'hui sur les avances de ces subventions, puisqu'on parle de montants importants financiers, on va le voir dans la vue d'après, mais avec des modalités de versement qui ne sont pas toujours très simples et où il faut jongler un petit peu aussi avec des avances de subventions et des solutions un petit peu adaptées. Donc, on fait aussi beaucoup appel aux syndics pour essayer de bien intégrer ces modalités-là et de ne pas relancer forcément les gens qui ont accès à des montants de subventions très importants. On a aussi ce rôle de relais-là. On peut peut-être mettre la vue d'après, Gaëlle, s'il te plaît. Alors ça, c'était simplement, avant de vous montrer un montant moyen de reste à charge, que vous ayez en tête un petit peu, pour ceux qui ne l'ont pas forcément, quelles sont les catégories de plafond de ressources. Donc, dans Murmure, on en a 3. Donc, ça vaut pour les propriétaires occupants, là, uniquement. Donc, on a ce qu'on appelle la classe moyenne, où effectivement, certaines communes, pour casser un petit peu cet effet de seuil, parce que parfois, il y a un petit peu cette remarque-là de dire oui, il y a des plafonds pour les modestes et très modestes, mais quid de ceux qui sont juste au-dessus et qui du coup passent un petit peu de subventions, de beaucoup de subventions à pas beaucoup. Donc, il y a effectivement cette classe moyenne qui a été mise en place et qui permet de niveler un petit peu cet effet de seuil, mais où du coup, on a essentiellement des aides des communes qui décident de le mettre en place. Et puis, les plafonds modestes et très modestes, donc avoir en tête pour une personne, par exemple, ce que ça peut donner. Donc pour une personne modeste, on est à peu près à 19 000 €, un très modeste, 15 000 €. Donc, c'est sur le revenu fiscal de référence, donc sur l'avis d'imposition.
Et c'est déterminé en fonction du nombre de personnes qui occupent le logement. Donc, les enfants comptent bien à part entière, ce n'est pas les parts fiscales, hein, c'est bien le nombre de personnes. Donc, du coup, si on regarde une petite… Oui, oui, vas-y, Ouais. je t'en prie. Si on regarde, voilà, ce qui était intéressant quand même à noter, c'est un exemple d'une moyenne. Donc, on a analysé sur une vingtaine de copropriétés. Alors, attention, c'est selon les modalités précédentes. Il y a eu pas mal d'évolutions, mais ça représente quand même assez bien ce qu'on peut rencontrer aujourd'hui. Donc, on est sur une quote-part moyenne aux alentours de 20 000 euros. Voilà, c'est ce qu'on a aujourd'hui, alors qu'il y a tendance à un petit peu à augmenter parce que les prix augmentent, parce que les copropriétés qu'on rencontre sont de plus en plus des petites copropriétés. Donc, effectivement, ces prix vont avoir tendance à augmenter un petit peu. On a un montant moyen d'aide publique sur ces 20 copros, donc d'aide collective, qui était aux alentours de 4 700 euros, ce qui fait un reste à charge général pour les personnes hors situation personnelle à peu près de 15 000 euros. Et après, on va ajouter les aides individuelles. Donc, on voit que pour une classe moyenne, quand il y a des aides, on passe à 13 900 euros. Pour un modeste, on est en moyenne aux alentours de 9 000 euros et pour un très modeste, de 6 000 euros. Donc, ces montants ne sont pas négligeables, hein. On peut le comparer par rapport au plafond de ressources, hein. C'est quasi, pour des modestes et très modestes, la moitié d'une année de revenus. Donc, c'est des montants qui sont relativement importants, d'où l'importance de l'accompagnement, d'aller les informer sur ces subventions, mais aussi sur comment ils vont financer ce reste à charge et d'aller chercher effectivement des solutions aussi de financement et pas uniquement de subventions. Pour comparaison quand même, et c'est important de le rappeler, on est sur des copropriétés qui ont des besoins de travaux au départ. C'est-à-dire que pour s'inscrire dans la démarche Murmure, c'est des copropriétés qui bien souvent ont des besoins de ravalement, qui n'ont pas fait de ravalement depuis 20, 30 ans, qui ont des besoins d'entretien et qui de toute façon vont devoir à un moment avoir des frais. Donc là, je vous l'ai mis pour comparaison quand même. On s'en sert quand même assez souvent dans nos informations. Mais du coup, en moyenne, pour un ravalement simple, pour un entretien général du bâtiment, on n'est pas loin de 10 000 euros de toute manière à sortir. Donc, on voit que finalement, pour les personnes modestes et très modestes, par le biais des subventions individuelles, on a quand même des restes à charge qui sont inférieurs ou équivalents, en tout cas, à ce que ça aurait coûté dans le cadre d'un ravalement simple. L'avantage étant qu'ils ont quand même cet accompagnement pour les aider à trouver effectivement des solutions. Donc ça, voilà, peut-être juste enchaîner avec la vue d'après. Donc ça, c'était pour vous montrer qu'effectivement, le travail, il n'est pas seulement sur les subventions, mais il est aussi sur les financements. Et c'est vraiment très important aujourd'hui. Donc, on a des solutions de financement collectif via des prêts copropriétés qui sont de plus en plus utilisées en ce moment, puisqu'on voit que 70% des copropriétés là, qu'on voté sur ces 20 copros, 70% ont eu recours au copro 100. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde y a recours, mais ça veut dire que la copropriété, en tout cas, propose cette solution-là qui permet effectivement d'avoir un prêt sur sa quote-part travaux qui n'a pas de critères d'âge et qui n'a pas de critères de revenus. Il faut être à jour de ses charges et pas être interdit bancaire. Et ça permet effectivement, notamment aux personnes âgées qui n'ont pas forcément recours au prêt, d'avoir cette solution de financement-là. Mais on va effectivement chercher aussi beaucoup de subventions complémentaires des caisses de retraite. On voit que près de 20% des ménages ont accès aussi à des caisses de retraite. On a mobilisé les crédits d'impôt quand ça existait. Alors aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On va effectivement, dans quelques cas plus rares, mais aller mobiliser des fonds de la Fondation Abbé Pierre. On accompagne au montage de dossiers de surendettement, des aides spécialisées CCAS. Voilà, on va accompagner effectivement les ménages selon chaque situation pour effectivement trouver les meilleures solutions. Et puis, je vous ai mis un petit modèle sur un retour de l'enquête usagée. La métropole a fait une enquête auprès de copropriétaires qui avaient bénéficié de travaux pour voir un petit peu comment ils avaient financé. On voit quand même que dans la majorité des réponses, c'est quand même du fonds propre. Près de 50% des gens financent leur reste à charge via des fonds personnels. Et puis après, on a le recours au prêt collectif ou individuel pour le reste, effectivement, de cette partie. Voilà un petit peu en très rapide. On s'est tenu effectivement au délai un petit peu la présentation de ce dispositif. Je pense que Gaëlle complétera, mais ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est qu'on a quand même un dispositif, et on l'a dit, qui est quand même sur la durée. Et ça, c'est très appréciable parce qu'effectivement, on a beaucoup de changements quand même, et on en a eu encore beaucoup, et je pense qu'on en aura encore dans les années à venir. Donc, c'est important d'avoir quand même un dispositif à minima d'accompagnement qui soit stable et qui permette d'avoir une information, on va dire, sur la durée. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une forte hausse des demandes. Gaëlle l'a montré.
on a de plus en plus de demandes de copropriété liées à des évolutions effectivement de hausse des énergies, mais aussi avec l'évolution de la loi climat et résilience, hein, puisque aujourd'hui on sait que à terme, les logements qui sont dans les catégories les plus basses au niveau énergétique ne pourront plus être loués. Donc ça, c'est quelque chose qui permet effectivement aujourd'hui d'augmenter cette demande, puisque les propriétaires bailleurs qui, on peut le savoir, se mobilisaient pas forcément sur ces questions-là parce qu'elles ne sont pas forcément concernées en premier lieu, aujourd'hui, ils vont être très fortement appliqués dans la rénovation énergétique de leur logement. Donc ça concerne vraiment aujourd'hui tout type. On a des aides qui ont évolué là, ces dernières années, avec MaPrimeRénov' copropriété, on l'a vu, qui est très axée sur des aides collectives. L'objectif étant la massification, très clairement, de l'intervention énergétique, d'où l'importance des aides locales qui, elles, vont être axées plutôt sur les ménages modestes et très modestes, et ce qui est vraiment impératif sur cette intervention pour que ces ménages-là puissent avoir l'accompagnement nécessaire et les financements pour rentrer dans ce type de projet. Et je finis sur ce que je vous ai dit un petit peu, mais qui pour moi reste une problématique qui sera à développer. Mais l'avance des subventions est aujourd'hui une vraie question. Donc, il y a beaucoup de solutions qui sont en train d'être cherchées, mais c'est une vraie problématique quand on accorde 10 000 ou 15 000 euros de subventions à des ménages, mais qu'on leur dit qu'il faut les avancer et on vous les versera dans 3 ans. C'est aussi une vraie problématique actuelle. Pourquoi on voulait verser? Alors, c'était une question qui était posée. Je commence à prendre les questions. On va essayer d'aller relativement vite pour garder un petit peu de temps sur l'individuel, même si c'est peut-être une problématique moins importante. Les subventions, elles sont versées à la fin des travaux? Pour une partie, oui. Alors, la métropole et les communes, non. Il y a 70% de leurs aides qui sont versées dès le départ et 30% à la fin. Par contre, pour les aides collectives, les aides de l'État, on a des possibilités d'acompte en compte chantier, mais il n'y a pas d'avance au démarrage. Donc ça, aujourd'hui, c'est une vraie problématique nouvelle avec MaPrimeRénov' Copro. Et du coup, on essaye avec la métropole de trouver des solutions via Procivis notamment, pour que les ménages les plus modestes puissent avoir sur ces aides collectives des avances via le prêt Procivis, hein, qui est un prêt à taux zéro, hein, qui se récupère en fait sur le versement des subventions ensuite. Donc voilà, il y a des solutions qui sont recherchées, mais c'est vrai que c'est une problématique aujourd'hui, ces avances de subventions qu'on rencontre nous tous les jours dans l'accompagnement de nos ménages. Ok, on avait une question sur grosso modo, si je la retraduis moi, c'était de dire, on n'attend pas quand même de vérifier que les économies attendues sont bien faites. C'est bien à partir d'une simulation qu'on estime les subventions. C'est plus ou moins de 35% d'économies attendues, mais pas sur les résultats réels. Alors non, c'est sur un calcul, effectivement, c'est sur un calcul théorique qui est demandé en amont, hein, dans le cadre de l'accompagnement. On ne l'a pas précisé, mais le maître d'œuvre qui est retenu, il doit effectivement être associé à un bureau d'études thermiques qui, lui, va faire un calcul de gains énergétiques qui va justifier en amont du vote de travaux qu'on aura bien les 35% de gains théoriques, effectivement, qui va permettre effectivement de mobiliser les subventions. Mais il n'y a pas de... c'est pas parce que si après on vérifie qu'on n'est qu'à 32%, il n'y a pas de retour en arrière. On est bien d'accord. Alors, une autre question qui est posée, évidemment, j'en mélange deux pour ma part. Est-ce que finalement, est-ce que le dispositif permet de toucher les copros qui en ont le plus besoin? Christian Lebrun qui nous pose la question, lui, il est affirmatif, il dit ça ne permet pas de les toucher et comment on peut faire? Et l'autre question qui va un peu avec, je pense, quid des propriétaires bailleurs, parce qu'on voit pas mal d'aides pour les propriétaires occupants. Et question complémentaire, est-ce que les propriétaires bailleurs sont un frein à la décision ou est-ce que, bien qu'ils aient moins d'aide, ils sont accompagnants? Enfin voilà, comment ça se passe par rapport à ça? Alors, pour répondre à la première question, peut-être Gaëlle pourra confirmer sur les copropriétés, mais aujourd'hui, c'est bien ouvert à toutes les copropriétés. Alors, qui en ont le plus besoin, ça dépend ce qu'on entend. On cible des copropriétés, enfin, on ne cible pas d'ailleurs, hein, il n'y a pas de ciblage des copropriétés. En fait, toutes les copropriétés peuvent s'inscrire dans le cadre du dispositif. Mais effectivement, bien souvent, c'est des copropriétés qui ont un besoin de travaux, hein, je l'ai dit. Une copropriété qui vient de faire son ravalement de façade simple ne va pas effectivement se relancer dans 20 000 euros de travaux pour repartir. Donc, c'est des copropriétés effectivement qui ont au départ un besoin d'entretien et un besoin de travaux. Aujourd'hui, quand même, on ne l'a pas reprécisé, mais la métropole a ouvert son dispositif à toutes les années de construction. Donc, les aides ne sont plus uniquement ciblées sur les copros des années 50-60. Donc, c'est bien ouvert aussi aux copros plus récentes, voire aux copros plus anciennes, avec
d'autres modes effectivement de travaux. Mais ça cible, je pense, aujourd'hui, l'ensemble des copropriétés du parc, hein. Il y a pas, voilà, il y a pas de… Ouais, je compléterai en disant que rien que le fait de montrer que 45% des propriétaires occupants sont éligibles aux aides, ça montre bien qu'on touche un peu tout le monde. Et on a vraiment tout type de copropriétés qui s'inscrivent en taille, en âge, en localisation. Et jusqu'à maintenant, on ne ciblait pas, parce que la demande est suffisante, mais on s'aperçoit qu'on touche de plus en plus de petites copropriétés. Et on se dit qu'il y a quand même une priorité, c'est d'aller traiter aussi les grands ensembles de la métropole. Donc, c'est un projet pour 2023 d'aller faire une communication un peu ciblée auprès des copropriétés qui sont voilà, les plus énergivores et les plus grandes, parce que c'est là où on aura le plus d'impact. Et il se trouve que c'est aussi des copropriétés où on a le plus beaucoup de… de public modeste. Voilà. Tout à fait. Du coup, pour compléter rapidement sur la question sur les bailleurs, alors là, j'ai beaucoup insisté effectivement sur les propriétaires occupants parce que c'était un petit peu le thème effectivement sur ces ménages-là. Il y a une information, je l'ai dit, collective. On informe également les propriétaires bailleurs, hein, bien entendu, sur les dispositifs d'aide. Alors, il n'y a pas d'aide individuelle à proprement parler de la métropole et des communes pour les propriétaires bailleurs. Par contre, il y a des dispositifs de conventionnement, hein, qui existent. Donc, les propriétaires bailleurs peuvent éventuellement conventionner leur logement via Loc Avantage et pratiquer un loyer maîtrisé en contrepartie d'avantages fiscaux. Et puis, il y a surtout, et ce qui est important, la déduction de ces travaux sur leurs revenus fonciers. Donc, la possibilité de faire du déficit foncier, ça, c'est quelque chose voilà, sur lequel on insiste également fortement lors de nos réunions et de nos rencontres, qui souvent voilà, est quand même importante pour les bailleurs. Donc, est-ce que c'est un frein? Pas forcément. Les bailleurs ne sont pas forcément un frein au vote des travaux si on sait bien leur expliquer l'avantage qu'ils y trouvent. Et ça le sera de moins en moins avec l'arrivée de la loi climat et résilience. Voilà, c'est évident que ce sera de moins en moins un frein pour ces rénovations. Ok, merci pour vos réponses. Pour l'instant, on en reste là. On reviendra peut-être un peu à la fin si on a le temps, mais je pense qu'on l'aura sur la logique des objectifs fixés, de ce qu'on atteint, du pourcentage par rapport à tout ce qui est à traiter. J'ai vu ces questions-là. Je vous propose qu'on passe, parce que sinon on va le zapper et ce serait dommage, sur la partie des maisons individuelles. Je pense que c'est Julien Desbief qui commence et je lui laisse la parole. On essaye de condenser. Merci. Je vais essayer, bonjour. Alors, est-ce que la maison individuelle, c'est une problématique moins importante, comme le citait Jean-François tout à l'heure? Je n'en suis pas sûr. En tout cas, dans le sujet qui nous occupe aujourd'hui, peut-être, parce qu'on est sur un champ effectivement totalement différent, dans la mesure où on a effectivement énormément de maisons individuelles, hein, sur le territoire de la métropole. Je crois qu'il y en a 45 000, dont 40% qui ont été construites avant 75, donc avec des réglementations thermiques inexistantes, donc un besoin de rénovation sans doute fort. Néanmoins, la grosse différence, c'est que dans une copro, on va rénover l'ensemble et donc embarquer l'ensemble des occupants dans la démarche. Et quand on est voilà, avec un petit budget et qu'on n'a pas forcément envie de faire la rénovation, bah, on est bien obligé de suivre le mouvement si c'est voté. Alors que là, on répond plus à une demande entrante sur un besoin de rénovation d'un propriétaire tout seul qui va financer, a priori tout seul, ses travaux. Donc c'est effectivement une problématique très différente. L'autre chose, c'est qu'en copro, on va capter via Murmure quasiment l'ensemble des rénovations qui se font sur le territoire, avec un tissage de liens forts avec les réseaux des syndics, etc. C'est une opportunité Murmure que les copros ne ratent généralement pas pour faire leurs travaux. Alors qu'en maison individuelle, on a, et heureusement d'ailleurs, énormément de rénovations qui se font sans que ça passe par le biais d'un dispositif public, voilà, et qu'on ne va pas forcément voir dans nos radars. Et puis, il y a aussi une problématique d'une rénovation qui n'embarque pas forcément, voire assez rarement, malheureusement, l'aspect énergétique des choses. Donc, voilà, quand on entend les discours, 500 000 rénovations par an et autres, et quand on voit ensuite les gestes de rénovation, voilà, c'est pas forcément ancré encore maintenant, même si ça vient effectivement de plus en plus sur le devant de la scène, qu'une rénovation doit embarquer les aspects énergie. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on sent quand même dans la demande croissante qu'on reçoit, bien entendu, être
plus voilà, dans la tête des gens. Néanmoins, ce n'était pas forcément le cas jusqu'à présent. Du coup, comment faire un dispositif qui permette d'accompagner la rénovation des maisons individuelles, qui est quand même un fort enjeu, et qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place pour ça? Nous, notre objectif, ça a été de construire un dispositif qui permette de faciliter l'acte de rénover auprès des gens, qui leur donne des outils, qui les incite à aller vers des rénovations les plus globales possibles et faire en sorte que ces rénovations se passent bien et qu'on aille vers de la rénovation énergétique performante, avec pour voilà, volonté, bien sûr, de massifier et de toucher le plus grand nombre de propriétaires et faire voilà, que tout ça se déroule dans les meilleures conditions. Alors, c'est un dispositif mur-mur qui a été mis en place pour les maisons individuelles lors de la deuxième vague mur-mur, qui a été donc 2016. Donc, on a quand même maintenant un passé de 7 ans de fonctionnement, effectivement sans interruption. Donc ça, c'était une chose aussi à noter qui est importante. Et avec une différence significative entre le début et aujourd'hui, qui est l'arrivée d'une aide financière aux travaux, dont je parlerai juste après, qui est arrivée seulement en 2021. Au début, c'était vraiment juste du conseil et de l'accompagnement à la rénovation. Et du coup, on a essayé de mettre en place pas mal de choses. Donc, quelqu'un qui va être disponible pour la personne tout au long du projet, donc un vrai suivi de l'accompagnement, alors que quand on fait un conseil parfois en rendez-vous qui peut s'avérer que ponctuel, il n'y a pas forcément de suivi. Là, en s'inscrivant dans Murmure, la personne a un conseiller dédié tout le long. Et puis, on lui met à disposition pas mal d'outils pour qu'il puisse appréhender plus facilement son chantier, demander ses aides aussi de manière plus simple avec un simulateur pour les certificats d'économie d'énergie. On a des fiches explicatives sur les aides financières. Il y a un référentiel technique Murmure qui permet voilà, de définir un peu ce qu'est pour nous la rénovation énergétique performante, ce genre de choses. Le deuxième aspect, c'était de faire en sorte voilà, d'inciter à aller vers des rénovations les plus globales possibles. Donc pour ça, on a un travail à faire avec le maître d'ouvrage pour lui montrer que c'est intéressant de faire l'ensemble des travaux maintenant et d'aller avec les solutions de financement qui sont derrière vers une rénovation performante dès le départ. Du coup, on lui permet de faire un audit énergétique avec un bureau d'études. Donc, c'est des bureaux d'études qui sont labellisés Murmure et un audit qui est subventionné en partie par la métro, qui permet d'avoir un véritable outil d'aide à la décision pour voir, voilà, si je fais tel scénario de rénovation, bah oui, c'est intéressant, ça me permet de gagner énormément en énergie, en confort, et ce sera pertinent de le faire d'un bloc. Il y a également, donc, comme je le disais juste avant, une prime qui a été mise en place pour la partie travaux dans Murmure depuis début 2021 seulement. Voilà, et qui, justement, pour inciter à aller vers une rénovation la plus performante dès le départ, et en fonction du nombre de postes de travaux réalisés. Donc, on obtient une aide qu'à partir de aujourd'hui 2, même demain 3 postes et 4 postes. Voilà, et il y avait donc il y a des montants d'aide qui sont relativement différents en fonction des catégories de ressources et du nombre de postes réalisés que vous voyez en bas à droite de la diapo. Et également une prime complémentaire de 1 000 ou 1 500 € pour l'utilisation de matériaux biosourcés. Voilà, 1 000 € si c'est sur les comptes perdus, 1 500 c'est sur les murs par exemple. Ce qui permet d'inciter quand même fortement à la rénovation directement voilà, à 3 ou 4 postes. On le verra un peu après dans certains graphiques. Et puis, donc, le dernier aspect, c'était aller vers de la rénovation performante, faire en sorte que les travaux soient faits dans de bonnes conditions, en considérant des problématiques comme l'étanchéité à l'air, par exemple, qui sont parfois peu considérées. Et donc, pour ça, sur le même modèle que pour les bureaux d'études, il y a des conventions de partenariat qui ont été passées entre la métropole de Grenoble et des groupements d'entreprises, donc avec une logique de groupement au sens où dans chaque groupement d'entreprise, on va trouver des entreprises qui peuvent faire des travaux sur l'ensemble des postes liés à
à la rénovation énergétique. Donc, il n'y a pas forcément de carreleur dans chaque groupement, mais il y a bien à chaque fois quelqu'un qui va pouvoir travailler l'isolation de la toiture, par exemple. Et dans chaque groupement, on va avoir un interlocuteur unique qui va pouvoir faire le lien entre le propriétaire et les différentes entreprises du groupement, et puis nous. Donc, nous, on s'assure que l'ensemble des entreprises de ce groupement soient bien RGE, voilà, pour que les personnes puissent avoir leurs aides, et se sont engagées aussi à respecter le référentiel technique dont je parlais juste avant. Donc, faire en sorte que les rénovations se passent dans de meilleures conditions, avec des entreprises qui se connaissent, qui traitent bien les interfaces, et des entreprises qui sont engagées à travailler selon un référentiel qu'on a établi en interne. Et ça permet d'avoir comme ça des partenariats qui durent maintenant depuis quelques années et qui ont permis de faire monter quand même tout le monde en compétence avec une meilleure prise en compte des aspects énergie sur les chantiers de rénovation. Donc, on est resté à une petite échelle, puisqu'on a 8 groupements d'entreprises partenaires, ce qui représente environ 80 entreprises sur le territoire, des entreprises locales. Et on rouvre régulièrement à d'autres groupements pour faire en sorte qu'on puisse faire des petits. C'est un dispositif qui fonctionne plutôt pas mal. Voilà, je voulais simplement aussi appuyer le fait que Murmure, comme vous l'avez vu, est un programme qui permet d'accompagner les rénovations plutôt ambitieuses. Quand on fait 3-4 postes de travaux, on arrive déjà sur des projets importants. Mais ce n'est pas pour ça qu'on laisse de côté l'ensemble des autres demandes. Et donc, c'est bien quelque chose qui s'inscrit dans le service Info-Énergie, qui est un service qu'on a mutualisé à l'échelle départementale avec une autre structure qui est la GEDEN, qui intervient sur le reste du territoire hors métropole de ce territoire. Et donc, on traite des demandes soit par téléphone, ensuite, sinon, on fait, pour des projets plus ambitieux, des rendez-vous, et derrière, des accompagnements Murmure. Sachant qu'on a quand même plus de 6000 demandes traitées cette année, donc on a une augmentation de plus de 40% par rapport à l'année dernière. C'était aussi pour vous montrer qu'on a une demande très très forte en ce moment. On a embauché plusieurs personnes en plus, voilà, demandé des subventions, enfin des financements supplémentaires à nos financeurs. Et c'est quand même voilà, une dynamique pas forcément facile à suivre. Passer à la suite. Voilà. Alors, comment on se répartit le travail avec Solia dans le cadre de Murmure? En fait, c'est un peu plus binaire qu'avec la partie copropriété. En gros, soit c'est des gens qui n'ont pas besoin de passer par le parcours MaPrimeRénov' Sérénité, et c'est l'ALEC qui les accompagne, soit ils passent par MaPrimeRénov' Sérénité, et c'est du coup Solia qui va prendre la main directement et qui va pouvoir travailler l'accompagnement du ménage et également instruire la prime Murmure aux travaux, comme nous on le fait dans l'autre cas. Tu peux passer. Voilà, je voulais vous donner quelques chiffres pour avoir une idée de la dynamique. Donc, avec une arrivée de l'aide financière, je vous le rappelle, en 2021. Donc, un dispositif qui marchait quand même plutôt pas mal jusque-là, mais c'est vrai que l'aide financière a permis de mettre un gros coup de boost. Et on est à pas loin de 600 rénovations accompagnées voilà, sur l'ensemble du dispositif. Pas loin de 350 audits réalisés. Voilà, et puis les primes Murmure sont arrivés plus récemment, donc c'est vrai que pour l'instant, c'est pas encore énorme, mais ça représente quand même déjà un demi-million de subventions versées depuis moins de 2 ans. La majeure partie des personnes font des rénovations importantes. Dans le début de Murmure, il n'y avait pas d'aide, donc on accompagnait tout le monde. Donc les statistiques que vous voyez là voilà, sont plus larges. Et du coup, on se rend compte qu'il y avait quand même une bonne part de petits projets moins ambitieux. Donc là, on essaiera de les traiter de manière plus rapide. Et puis, on voit à droite que les rénovations qu'on accompagne en Murmure, voilà, c'est environ 40 000 € de budget, avec un montant moyen des aides de 14 000 €, avec un reste à charge pour les très modestes qui est d'environ 40%. Et d'environ 50% pour les modestes. Voilà, et puis une aide qui est par contre significative pour les personnes plus aisées, parce que hors l'aide du territoire, elles n'ont plus grand-chose au niveau national. Voilà, sachant que donc dans Murmure, donc là ça représente aussi les personnes qui passent via Solia.
les personnes modestes, très modestes, représentent donc voilà, 35% des publics qu'on accompagne. Voilà. Ouais, j'ai mis 20%, c'est faux, c'était les très modestes seulement 20%, excusez-moi. Alors, juste, Ouais, vas-y. vu le temps, je me permets juste d'intervenir une Oui, minute. vas-y. Simplement pour préciser quand même que, donc là, pareil, hein, comme pour les copropriétés, donc nous, on accompagne effectivement ces ménages dans le cadre, au départ, du PIC départemental, hein, puisqu'il y a sur l'Isère, le département, effectivement, finance l'accompagnement de ces ménages-là dans le cadre de la rénovation énergétique et dans le cadre de l'adaptation au handicap et effectivement aussi l'insalubrité de la non-décence. Et on couple ça avec effectivement l'accompagnement à la mobilisation de la prime murmure, qui est une prime supplémentaire au financement qui existe déjà par ailleurs pour ces ménages-là. Simplement, là, c'est pareil, hein, c'est comme pour les copros, c'est le financement classique. Après, nous, on va chercher effectivement toutes les autres solutions de financement mobilisables pour réussir à arriver à des plans de financement et à des restes à charge voilà, les plus efficients possibles pour les ménages modestes et très modestes. Hein. Donc, il y a d'autres aides effectivement derrière qui sont mobilisées. Aujourd'hui, quand même, avec l'aide murmure maison individuelle, on arrive à des restes à charge raisonnables pour ces ménages-là dans le cadre de leur projet. On arrive à les mobiliser quand même les aides départementales, les aides de l'État, les aides locales, les aides des caisses de retraite pour réussir à avoir des restes à charge les plus bas possibles. OK, merci. Il en restait juste une petite dernière. Voilà, c'était simplement parce qu'on avait parlé des freins qu'on pouvait rencontrer, notamment pour ces publics. Il y a surtout des soucis de trésorerie finalement qu'on retrouve aussi sur la copro parce que les aides financières sont versées souvent longtemps après les travaux. Et en plus, les parcours sont souvent complexes, avec la moindre petite erreur qui, des fois, peut amener à des situations très compliquées et des aides que les personnes ne perçoivent pas. Donc voilà, il y avait ces freins-là qui me semblaient importants. Et puis, il y a un contexte général en ce moment, mais bon, ça, peut-être pas forcément le lieu d'en parler, qui fait que c'est quand même compliqué d'avoir des gens qui viennent faire des travaux à des prix corrects. Bah, oui, c'est bon? Non? Oui, je pense que je vais m'arrêter là parce qu'on est quasiment à la fin. Là. OK. Du coup, ça envoie quand même sur une question qui a été posée de manière générale, que ce soit pour les copros ou pour les logements individuels. Au passage, pour les gens qui nous écoutent, si vous avez des questions, c'est vraiment le moment de vous lancer parce qu'on aura bientôt fini. Finalement, ce programme, parce que c'est un peu ça la question qui était posée, est-ce qu'on va assez vite? Est-ce qu'on devrait aller plus vite? Est-ce qu'il y a des freins? Alors j'en entends, puisqu'on nous dit déjà, si on veut faire des travaux, il faut qu'il y ait des gens qui les fassent, donc il faut qu'il y ait des entreprises, hein, c'est ce que j'ai compris par rapport à ça. Voilà, comment vous, éventuellement, vous voyez les choses? Est-ce qu'il y a moyen d'accélérer? Tout le monde nous dit aujourd'hui qu'il faut aller beaucoup plus vite sur la rénovation des bâtiments et des logements. C'est un élément important par rapport au changement climatique et aux consommations d'énergie. Est-ce qu'on peut faire plus? Est-ce qu'on est déjà bien? Voilà, chacun peut-être une intervention pour nous dire ce que vous en pensez par rapport à ça. Ce qu'on constate aujourd'hui, en tout cas sur le territoire de la métropole de Grenoble, c'est que on a depuis pas mal d'années milité pour essayer d'amener le plus de monde possible à cette conscience de il faut faire des rénovations, il faut rénover et le faire correctement. Et on s'aperçoit que voilà, maintenant que ça arrive, là, cette demande, eh bien, on n'est pas dimensionné pour y faire face. C'est compliqué. Et bien qu'on ait en 2 ans quasiment doublé, nous, l'équipe des conseillers sur la partie maison individuelle, là, on n'arrive toujours pas à répondre à l'ensemble des demandes. Même si on pouvait traiter toutes ces demandes-là, il y a un autre entonnoir, enfin il y a un autre bouchon juste derrière là, c'est les artisans. C'est que la filière derrière des artisans n'est pas non plus prête à, et on le voit bien aujourd'hui parce que les gens ont du mal à trouver des artisans dispo. Voilà, c'est toute cette filière-là qu'il faut aussi développer derrière le service public pour que ça puisse fonctionner. Ouais. Et le constat, il est un peu le même sur la copropriété. La métropole a mis en place un schéma directeur de l'énergie où elle fixait des objectifs de rénovation à 2030.
Et on avait calculé qu'il fallait que le rythme de murmure actuel, qui est tout à fait honorable déjà, quand on regarde ce qui se fait en France, le rythme devait faire fois 2,5, fois 2,5 pour atteindre ces objectifs-là. Et en fait, pour les mêmes raisons qu'a évoqué Julien, c'est très compliqué puisque nous, à l'Exolia, on pourrait embaucher plein de monde si on avait plein de subventions, mais derrière, il y a les architectes, les maîtres d'œuvre, les façadiers qui n'arrivent pas à recruter et à garder leur staff sur les chantiers. Et donc, du coup, c'est pas qu'une histoire de demande ou de quantité d'argent disponible et mise à disposition par les collectivités. C'est beaucoup plus global que ça. Excuse-moi, Julie, voilà. Non, je suis tout à fait d'accord. Après, je préciserai juste, moi, je suis toujours attentive quand on parle effectivement d'augmenter le rythme, de massification, c'est un peu le thème du moment, hein, avec les objectifs qui sont fixés, à ne pas perdre la qualité. Et c'est un peu le risque quand on veut massifier trop vite, de perdre aussi en qualité et d'aller vers des projets peut-être qui seraient de prendre moins le temps. C'est un petit peu le risque de la massification aussi. Donc, il faut trouver le juste équilibre entre arriver à des objectifs qui sont effectivement ambitieux et les garder et faire en sorte qu'on ait des projets et un accompagnement qui restent quand même de qualité. Ok, merci. Je pense qu'on arrive au terme de ce webinaire. Il reste une question qui était très technique sur la formation des artisans. Je laisse Jean-Jérôme Calvier en discuter directement avec vous. Je pense que vous avez des contacts réguliers, donc je ne suis pas inquiet. Il aura la réponse à sa question. Je crois qu'on aura aussi à parler un peu de cette logique d'artisans et d'entreprises disponibles dans la conférence du 6 décembre. Hein. C'est donc voilà, c'est intéressant d'avoir quand même de mettre pour l'instant en parallèle les objectifs de la métro, la nécessité d'aller plus vite et puis les freins sur lesquels on tape aujourd'hui. Je vais vous remercier les intervenants, c'était complet, c'était assez clair, je crois, sur un domaine qui est quand même très technique. Merci à vous de nous avoir éclairés sur ces politiques qui sont quand même, et je pense que c'est un élément qu'on doit aussi avoir en tête, à la fois en œuvre depuis 2010 et dans une certaine continuité, même si le contexte national, lui, ne l'est pas, et ça, c'est quand même important. Toute cette logique de capacité d'accompagnement, il me semble que c'est un point fort qu'on a dans l'agglomération grenobloise. Donc, merci à vous. Pour nos auditeurs, eh bien, je vous rappelle simplement que dans le cadre de l'ensemble de la manifestation d'un toit pour tous, il y a des visites de logement qui sont prévues et qui sont possibles. Elles ont lieu le 24 novembre, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Il reste encore des places. Le prochain, vous avez remarqué que tous les webinaires se passent le mardi, donc le prochain aura lieu un mercredi. Ce sera le mercredi 23 novembre, en lien avec les bailleurs sociaux, et son titre, ce sera « Maîtriser l'énergie au service du pouvoir d'achat des plus fragiles », même si on a aussi des gens fragiles dans les copropriétés, nous l'avons vu tout de suite. Et donc ensuite, la journée du 6 décembre, qui se déroule à l'IEP, si je ne me trompe pas, et Anissa l'a évoqué, une journée le 9 décembre pour élargir encore le schéma. Alors, elle est hors de l'ensemble de nos manifestations, mais c'est quand même quelque chose qui poursuivra avec l'IUGA, donc renseignements sur leur site. Je vous remercie tous. Il doit être 9h33. Voilà, on a à peu près tenu nos objectifs. Merci à vous, vous avez été fidèles jusqu'au bout. Merci à nos panélistes. Et puis, rendez-vous le 23 novembre pour ceux qui le voudront et qui le pourront. Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.